Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre Géométrie des molécules. Nous allons nous intéresser à une notion importante en chimie organique, qui est la notion d'isomérie dite ZE. Alors, pour commencer, je me dois de vous faire un petit rappel de classe de seconde. Pour mémoire, des molécules sont dites isomères si elles ont la même formule brute, mais pas la même formule développée, c'est-à-dire pas le même enchaînement. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on appelle des isomères ZE au travers d'un exemple. Regardez, prenons ces deux molécules. A priori, même nombre de carbone, 5, même nombre d'atomes d'hydrogène, en l'occurrence 10, donc peut-être le même nom de molécules, peintes de N. J'ouvre une parenthèse, la nomenclature des molécules n'est pas l'objet de cette vidéo, ce sera le sujet de d'autres vidéos. Alors, deux molécules qui se ressemblent, et pourtant, si on regarde de plus près, en particulier si on regarde ce qui se passe autour de la double liaison, on voit des petites choses qui diffèrent. Alors, je vais repérer par un trait la position de la double liaison, et on va dans un premier temps faire un zoom sur la molécule de gauche. La molécule de gauche comporte donc une double liaison, avec des atomes de carbone de part et d'autre. Si je prends le carbone numéro 3, il est associé à deux groupements qui sont différents. Un groupement qui est petit, comportant un atome d'hydrogène, petit par rapport à l'autre groupement qui lui comporte plus d'un atome. Si je fais le même raisonnement pour le carbone numéro 2, on constate que lui aussi est associé à deux groupements différents. Un qui est gros, entre guillemets, qui comporte 4 atomes différents, enfin 4 atomes. Et quand je dis gros, c'est par rapport à l'autre groupement auquel est associé le carbone, numéro 2. Ici, l'autre groupement est beaucoup plus petit puisqu'il ne comporte qu'un atome d'hydrogène. Faisons le même raisonnement pour la molécule de droite. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les gros groupements liés aux atomes impliqués dans la double liaison ne sont pas du même côté par rapport à la double liaison. Ici, ils sont à l'opposé, alors que dans la molécule de gauche, ils sont du même côté. On va utiliser un mot allemand pour dire quand c'est du même côté et quand c'est à l'opposé. Quand les gros groupements sont pas du même côté par rapport à la double liaison, on dira qu'ils sont à l'opposé, contre, on dira entgegen en allemand. Entgegen en allemand, ça veut dire opposé et contre. Donc on parlera d'une configuration E. Maintenant, quand les groupements sont du même côté, en allemand, ensemble se dit zusammen, donc on parlera d'une configuration Z, car les gros groupements sont ensemble du même côté par rapport à la double liaison. C'est ainsi que la molécule de gauche s'appelle Z peinte de N, et celle de droite E peinte de N. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de ce simple exemple ? Eh bien d'abord, deux critères pour savoir si on parle d'une isomérie ZE. Premier critère, vous l'avez compris, il faut que la molécule présente une double liaison. Deuxièmement, ce n'est pas un critère suffisant, il faut qu'en plus, chaque atome impliqué dans la double liaison, il faut que chaque atome soit lié à des groupements d'atomes différents. Pour mieux comprendre ce deuxième critère, je vous propose un contre-exemple. Voici une molécule qui comporte une double liaison. Donc, comme dans le cas précédent, je vais m'intéresser aux deux atomes impliqués dans la double liaison. Ici, ce sont encore des atomes de carbone. Le carbone, ici, est associé à deux groupements différents. Un groupement CH3, l'hydrogène étant caché par l'atome de carbone, qui n'est pas le même groupement que l'atome ici d'hydrogène. Donc cet atome qui a une petite couleur jaune, entre guillemets ici, est associé à deux groupements différents. Donc manifestement, le deuxième critère qui est présenté ici est vérifié, mais cela n'est pas le cas pour l'atome de gauche, qui lui est associé à deux groupements différents. Donc la molécule, dans son ensemble, ne vérifie pas les deux critères. Donc, pour l'exemple que je vous propose ici, il n'y aura pas d'isomère ZE. Alors, dans quel cas parle-t-on d'un isomère Z ou E ? Je pense que vous l'avez compris. C'est si, d'une part, les deux premiers critères qu'on vient de citer sont respectés, et deuxièmement, ça dépend de l'emplacement des gros groupements d'atomes par rapport à la double liaison. S'ils sont du même côté par rapport à celle-ci, on parlera d'une configuration Z, zusammen, sinon d'une configuration E, entgegen. Alors, les isomères sont des molécules complètement différentes. Même si elles ont la même formule brute, elles diffèrent de par les positions spatiales des gros groupements. Elles ont donc des propriétés chimiques et physiques différentes. D'accord ? Elles n'ont pas la même température d'ébullition, elles n'ont pas la même température de fusion, etc.
Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse vocabulaire qui n'est pas du tout au programme de première S, mais pourtant, si vous regardez parfois un petit peu différents ouvrages, vous pouvez être confronté à d'autres façons de nommer ce qu'on appelle les isomères ZE. En l'occurrence, parfois on ne parle pas d'isomère Z, mais d'isomère cis, et parfois on ne parle pas d'isomère E, mais d'isomère trans. Pour nous, à notre niveau, élèves de première S, on va dire que ce sera des notations équivalentes. Ensuite, autre vocabulaire, ce sont des isomères, donc ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais qui diffèrent de par l'emplacement spatial des groupes d'atomes par rapport à une double liaison. Alors on parlera parfois de stéréoisomère, stéréo en grec voulant dire spatial, espace. Alors, fin de la parenthèse vocabulaire, et on va essayer de voir s'il est possible de passer d'un isomère Z à E ou d'un isomère E à Z. Regardez, je reprends donc les deux modèles moléculaires qu'on avait utilisés donc pour présenter la notion d'isomère ZE. Donc on a ici à gauche un isomère E, puisque les gros groupes d'atomes sont de part et d'autre de la double liaison, et à droite isomère Z, puisqu'ils sont sous amènent ensemble par rapport à la double liaison. Alors, on ne peut pas passer facilement d'un isomère à l'autre, parce que la double liaison ne permet pas une libre rotation des atomes. On va donc devoir apporter de l'énergie pour casser cette double liaison et faire un réarrangement des atomes. Alors, pour cette molécule-là, l'énergie à apporter est colossale, mais parfois, dans d'autres cas, il est possible de passer d'une configuration à l'autre assez facilement. Et on va voir comment. Je vous présente ici deux molécules d'azobenzène, et tout de suite, votre regard aiguisé va tout de suite vous dire, eh ben, ce sont deux isomères ZE. En effet, regardez ici, on a une double liaison. Cette fois, ce ne sont pas deux carbones, ce sont deux atomes d'azote. Mais, qu'est-ce que je constate? Je constate que pour l'azote de gauche, entre guillemets, son groupement d'atomes n'est pas du même côté par rapport à la double liaison que pour le groupement lié à l'azote de droite. Donc, ils sont de part et d'autre, ces gros groupements. Donc, on va appeler cette molécule le E-azobenzène. Et si on fait le même raisonnement pour la molécule de droite, les gros groupements sont du même côté par rapport à la double liaison, on parlera du Z-azobenzène. Eh bien, pour passer de l'un à l'autre, c'est assez facile. Il suffit d'apporter de l'énergie sous forme de lumière. Rappelez-vous, la lumière peut être aussi modélisée par ce qu'on appelle des photons, des grains d'énergie. Donc, pour cette molécule particulière, on peut passer d'une configuration à une autre par rapport d'énergie sous forme de lumière. On parlera d'isomérisation ZE, puisqu'on passe d'une configuration E à Z, photochimique, puisque le passage de l'un à l'autre se fait par l'apport d'énergie sous forme de lumière. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que l'isomérisation photochimique est à l'origine du processus de la vision. Je m'explique. Rappelez-vous, dans la rétine, il y a des bâtonnets, notamment, qui sont des capteurs photosensibles, sensibles à la lumière. Dans ces bâtonnets, il y a des disques, et dans ces disques, il y a notamment une molécule qu'on appelle le rétinal et une protéine qu'on appelle l'opsine. Le couple rétinal-opsine s'appelle ce qu'on appelle la rhodopsine. Sous l'effet de la lumière, le rétinal initialement Z devient le E-rétinal. Alors, en quoi ça, c'est à l'origine du processus de la vision? C'est la première question. Et surtout, une deuxième question à laquelle on va répondre tout de suite. Pourquoi on appelle cette molécule compliquée Z-rétinal et celle-ci E-rétinal? Voici le Z-rétinal. Tout de suite, la double liaison qui va nous donner le statut de Z ou E, je vous l'indique, vous ne pouvez pas le deviner tout seul, c'est celle-ci. On a notre réflexe, on repère les atomes impliqués dans la double liaison, on repère les groupements auxquels ils sont liés, on fait un trait pour repérer la position de la double liaison, et effectivement on voit que les gros groupements sont du même côté, donc cette molécule s'appelle Z-rétinal. Parfois, on l'appelle aussi cis-rétinal, mais nous, en première S, on va l'appeler Z-rétinal. Qu'en est-il du E-rétinal? Sous l'action de la lumière, cette molécule change et elle devient celle-ci. Donc je repère la double liaison qui a été l'objet d'un réarrangement. Et donc les gros groupements sont de part et d'autre de la double liaison. On parlera donc de E-rétinal. J'ouvre une petite parenthèse.
Parfois, cette molécule, le E-rétinal, s'appelle aussi le tout-E-rétinal. Donc je vous laisse étudier pourquoi on appelle cette molécule le tout-E-rétinal. Vous n'aurez aucun souci pour vérifier sur internet votre réponse, c'est assez simple. Alors, ça c'est la première réponse, hein, pourquoi on appelle cette molécule Z ou E-rétinal. Et ça c'est fait, maintenant, en quoi cette isomérisation photochimique est à l'origine du processus de la vision? On a le Z-rétinal qui est associé à la protéine opsine, et sous l'action de la lumière, elle devient le E-rétinal. On a donc un phénomène d'isomérisation photochimique. Lorsqu'on passe d'un isomère Z à E, il y a un message nerveux qui est transmis au cerveau et qui indique que de la lumière est arrivée puisque l'isomère Z est devenu E. C'est ainsi que le E-rétinal se détache de l'opsine. Et puis, sous l'effet d'une enzyme, je vous rassure, le E-rétinal va de nouveau être régénéré en Z-rétinal et se raccrocher à l'opsine. Ainsi, si la lumière rentre de nouveau dans l'œil, on va pouvoir de nouveau refaire cette isomérisation photochimique Z en E. Voilà, donc ceci met un terme à cette troisième vidéo sur ce chapitre-là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos portant sur la chimie ou la physique.